Bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire consacré au MOOC d'aide à l'orientation qui s'intitule Tête chercheuse, les métiers de la recherche. Nous avons le plaisir d'accueillir Éric Noël, conseiller d'orientation à l'Université de Lille. Bonjour Éric. Alors bonjour Jade et bonjour à toute l'équipe. Alors je vais vous proposer quelques informations et quelques consignes vis-à-vis de ce webinaire. Donc ce webinaire va durer jusqu'à 12h25 et sera enregistré. 1 heure après la fin de ce webinaire, un mail sera envoyé à tout le monde automatiquement avec les procédures pour ouvrir un compte sur la plateforme Fun et l'URL du MOOC qui va être présenté. Ultérieurement, en fin de semaine, vous allez recevoir un lien vers la chaîne YouTube avec l'enregistrement vidéo de ce webinaire. Durant le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur votre droite. Nous allons relayer à l'oral toutes les questions afin que tout le monde puisse profiter des réponses. Certains moments de questions-réponses seront notés et visibles sur la présentation avec un point d'interrogation. Donc, notez ces moments pour poser vos questions et Éric Noël y répondra au fur et à mesure. Maintenant, je passe la parole à notre intervenant. Merci beaucoup. Voilà, donc d'abord, merci de participer à ce MOOC. Donc voilà, je suis Éric Noël, je suis chargé d'orientation et d'insertion professionnelle à l'Université de Lille. Alors d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de réaliser ce MOOC qui s'appelle Tête chercheuse. Et donc, je vous encourage, dès le début de mon intervention, à vous y inscrire. La quatrième session, je dirais, est ouverte depuis début octobre et elle se terminera donc au mois de juin 2024. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à créer votre compte, vous connecter et ainsi découvrir l'ensemble des activités proposées au niveau de ce MOOC. Alors, le titre du MOOC, c'est construire son parcours de formation pour aller vers les métiers de la recherche. C'est aussi la possibilité de découvrir donc quels sont ces métiers de la recherche et quelle voie d'enseignement, de formation suivre pour y accéder. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est bien sûr de rappeler l'existence de ce MOOC, de le décrire très rapidement. Hein. C'est un MOOC où vous avez beaucoup d'activités proposées sous forme de vidéos, mais aussi sous forme de QCM pour découvrir petit à petit les différents éléments de construction d'un parcours de formation pour accéder au métier de la recherche et qui présente aussi les principaux métiers, quel que soit le niveau d'ailleurs de ce métier que l'on peut exercer dans le cadre des structures professionnelles dédiées à la recherche et au développement, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Alors, principalement, hein, la cible de ce MOOC sont bien sûr les lycéens qui sont en phase d'orientation, qui va bientôt recommencer via Parcoursup, aussi les étudiants qui seraient en réorientation, mais aussi les prescripteurs, hein, les parents, les enseignants qui permettent, qui aident à la décision pour ces questions d'orientation. Une spécificité du MOOC, hein, on est sur bien sûr des thématiques autour des sciences et technologies, mais on couvre vraiment les différents domaines, hein, de la formation. Donc, c'est la recherche en sciences humaines et sociales, en droit et économie, en santé et en sciences et technologies qui est présentée à l'occasion de ce MOOC. Alors, la première partie de mon intervention consistera à réfléchir sur comment s'informer pour saisir toutes les opportunités d'accès aux formations conduisant au métier de la recherche. Alors, j'ai essayé de sélectionner en fait les principaux points de réflexion pour construire, je dirais, un choix d'orientation judicieux. Ça s'applique pas bien sûr qu'aux métiers, qu'aux formations dédiées à la recherche, mais c'est toujours bon de rappeler, je dirais, les fondamentaux du questionnement sur l'orientation.
Alors, je dirais le premier point à questionner, le premier aspect à questionner, c'est autour de soi, c'est son réseau de proximité. C'est ça qui est quelque chose d'important autour notamment des enseignants que vous avez autour de vous et qui peuvent avoir un premier niveau d'information sur qu'est-ce que la recherche et quels sont les métiers que l'on y trouve. Un élément vraiment fondamental pour pouvoir aussi découvrir ces professionnels de la recherche, des enseignants-chercheurs et aussi faire le point sur les formations. Ce sont bien sûr les journées portes ouvertes des différents établissements, mais aussi les salons et forums dédiés à l'orientation qui sont proposés. Là, on va rentrer dans la pleine saison, on va dire, de ce genre de manifestations pour pouvoir vous conseiller au mieux sur ce genre de réflexion. Sur des aspects sur des domaines plus scientifiques, vous avez également des manifestations sur la diffusion de la culture scientifique, sur la médiation scientifique, où là, vous rencontrerez des professionnels justement de la recherche, alors plus peut-être académiques, mais qui sauront vous renseigner si vous les questionnez sur leur métier au quotidien, sur des aspects, à mon avis, très importants avant de vous y lancer. Et puis, vous avez bien sûr les sites Internet possibles, plutôt institutionnels au niveau de la recherche publique, mais également des sites sur l'orientation de façon générale, notamment l'ONICEP. Par rapport aux réseaux sociaux, j'ai quand même mis cet élément, mais c'est quand même à manipuler avec précaution. Alors, je voudrais juste indiquer qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives nouvelles de présentation, notamment via des nouvelles chaînes dédiées à l'orientation, comme on a pu lancer ici sur l'Université de Lille, qui s'appelle Avulsup, et qui propose des thématiques, et sur ces thématiques, des éléments peuvent caractériser les métiers et les formations tout à fait intéressantes pour la recherche publique et privée. Alors, au niveau rentrons dans le vif du sujet, au niveau des études, pour accéder au métier de la recherche, donc j'ai choisi un schéma qui est celui-ci. Alors, ce schéma, me plaît bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il est assez clair en termes de présentation. Il n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'il y a d'autres formations, mais vraiment la plupart s'y retrouvent. Alors, on retrouve bien sûr les cycles universitaires de licence et master et de doctorat, les cycles préparatoires des écoles d'ingénieurs, les cycles professionnels de BTS, de bachelor universitaire, de DUST et de licence professionnelle. Un des éléments également très intéressants par rapport à ce schéma, c'est vraiment ce qu'il y a dans le petit cercle en plein milieu du schéma, c'est l'existence, bien sûr, parce que là, c'est un schéma descendant, ce sont des filières qui semblent séparées les unes des autres, mais vraiment, on est dans une dimension de passerelle possible entre ces différentes formations. Et les témoignages qu'on verra plus tard des professionnels de la recherche que j'ai choisis pour illustrer ma présentation montrent bien que on peut démarrer par un cycle de formation et ensuite bifurquer pour des tas de raisons différentes vers un autre cycle de formation. Il y a tout à fait la possibilité donc de mixer ce genre de dispositif de formation et donc de valider différents niveaux de formation pour accéder au métier de la recherche. Juste un point particulier par rapport, je dirais, à la procédure Parcoursup. Sur cette procédure Parcoursup, la question que l'on peut se poser légitimement, c'est est-ce qu'il y a sur Parcoursup un affichage de formation strictement dévolu au métier de la recherche? Alors, il y en a quelques-unes, elles sont peu nombreuses. On a quelques conseils pour y accéder le plus facilement possible. Alors bon, Parcoursup, c'est quelque chose d'assez vaste, donc il faut essayer d'y aller avec une démarche un petit peu précise. La première démarche, c'est de sélectionner les dispositifs de formation qui vous intéressent. Alors pour ceux des métiers de la recherche,
Je vous conseille de sélectionner, bon, notamment pour des études longues, ce que l'on appelle les licences sélectives et puis les écoles d'ingénieurs. Et ensuite, dans la barre de recherche, de taper un mot-clé, bon, spécifiquement recherche. Et là, enfin, ça permet d'éliminer en fait beaucoup de dispositifs qui n'ont rien à voir avec la recherche. Et donc là, on peut trouver quelques formations qui, dès la première année, proposent d'aller, de s'instruire, de rencontrer en fait des professionnels de la recherche et de travailler plus spécifiquement sur un cursus long pour aller vers les métiers de la recherche. Donc on en trouve à l'université de Grenoble et à l'université de Lille, donc dans les domaines de la physique, des mathématiques et de l'informatique. Et puis aussi, on en trouve aussi dans une école d'ingénieurs à Cergy-Pontoise qui propose un cycle qui, dès le démarrage de la première année, permet une meilleure connaissance de l'environnement de la recherche et de se diriger donc vers les carrières d'ingénieurs de recherche ou de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs. Alors, donc, pour aller un petit peu plus loin dans le détail de ces formations, donc je vais commencer par les formations dites courtes et professionnelles, donc parmi lesquelles on trouve bien sûr les BTS, les bachelors universitaires, les classes préparatoires aussi qui peuvent être intéressantes pour accéder au métier de la recherche, les licences professionnelles et les licences universitaires. Donc, pour illustrer des exemples de parcours et d'utilisation de ces formations, donc j'ai choisi deux techniciens de la recherche, deux techniciens et assistants ingénieurs d'ailleurs de la recherche, qui se sont prêtés donc à des interviews pour présenter leur quotidien, pour présenter leur cursus de formation. Et j'ai sélectionné quelques mots-clés pour vous montrer un peu que ce sont vraiment des formations tout à fait accessibles et pas du tout spécifiques à la recherche qui, dans leur cas, ont été utilisées pour pouvoir maintenant travailler l'un et l'autre dans des environnements de recherche. Alors le premier, c'est Martin. Lui, il est technicien donc santé dans une unité de recherche de l'INSERM, qui est donc un organisme de recherche publique autour de la recherche de santé et la recherche médicale. Alors, les mots-clés qui peuvent donc caractériser son parcours, c'est qu'il est titulaire d'un DUST. Alors, un DUST, c'est un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques. C'est un bac+2 que l'on trouve à l'université avec une orientation professionnelle forte. Lui, il l'a fait dans le domaine de la santé et de l'environnement. Avant ça, il a quand même, il est passé par une licence, mais une licence dans laquelle il avait des difficultés à valider sa première année. Donc, il s'est, comment dire, réorienté donc dans ce cycle de formation professionnelle. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et il l'a complété par une licence professionnelle afin d'être dans une poursuite d'études et de valider donc un bac+3. Alors, c'est une formation où les stages d'application et les expériences professionnelles se multiplient. Et à l'occasion de l'exercice de son activité de technicien santé à l'INSERM, donc il fait principalement des manipulations techniques dites à la paillasse, et pour lesquelles il doit développer notamment des compétences particulières autour de la rigueur, de la précision. Il est relativement polyvalent et comme beaucoup pour les métiers de la recherche, il a une curiosité naturelle, je dirais, dans sa personnalité, en termes d'aptitude. Alors, il a aussi à respecter, bien sûr, toute une série de protocoles et des compétences transversales comme le travail en équipe est quelque chose d'absolument fondamental pour l'exercice de son métier. On trouve aussi Robin, qui a à peu près le même cursus, sauf que lui, en fait, il est passé par un autre diplôme professionnel de cours, à l'époque qui s'appelait le DUT. Donc là, dans une dominante technologique de mesure physique, scientifique et technologique, mesure physique, et qui maintenant est complété donc
par plutôt un bac+3 qui s'appelle le bachelor universitaire de technologie, qui remplace donc le diplôme universitaire de technologie. Donc, pour exercer le métier d'assistant ingénieur dans un équipement scientifique de haut niveau qui s'appelle synchrotron Soleil, lui, il est passé par un dispositif via l'alternance. Donc, l'alternance, là aussi, c'est juste, j'ai choisi cet exemple-là pour montrer que dans la recherche, notamment la recherche publique, et pas que dans la recherche privée, vous avez des recrutements d'alternants nombreux qui proposent justement d'accéder à ces métiers pour les titulaires des bac+2, bac+3, que ce soit des DUST, des BTS ou des bachelors universitaires, afin de pouvoir exercer donc tant au niveau de l'appui à la recherche, donc là on est sur des spécialistes dans leur domaine qui accompagnent les enseignants-chercheurs et les chercheurs, les scientifiques, je dirais, de plus haut niveau. Et il y a aussi, bien sûr, un accompagnement plus transversal en termes de support au fonctionnement de ces structures de recherche, pour lequel des formations plus générales, pas exclusivement scientifiques, que ce soit en informatique, en gestion, en ressources humaines, peuvent faire l'objet de recrutement, et tout ça contribue vraiment à la réalisation des activités de recherche. Il y a un troisième exemple, mais que je ne vais pas la présenter dans le détail, mais Angélique Rouquier, elle, est issue donc d'un BTS dans le domaine de la métrologie, et donc qui montre bien ces possibilités, donc avec ces cursus bac+2, bac+3, de pouvoir intégrer tous ces métiers de techniciens, d'agents, d'assistants ingénieurs de la famille recherche et développement. Alors, juste au niveau récapitulatif, donc l'insertion professionnelle, elle est directe après ces diplômes. On est sur des titularisations donc dans le secteur public via, bien sûr, des concours, et surtout les caractéristiques des formations ne sont plus que pas simplement des formations initiales, mais aussi des formations via l'alternance, notamment par des contrats d'apprentissage qui sont maintenant monnaie courante dans le recrutement de la recherche. Les poursuites d'études, on va les trouver donc à l'université, mais aussi dans les écoles, que ce soit en diplôme d'ingénieur ou en master. Alors, au niveau, donc je vais peut-être un petit peu plus vite là pour permettre aussi, après un niveau bac+2, bac+3, de voir un peu cette même démarche pour ceux et celles qui voudraient se diriger vers des études longues, type master ou diplôme d'ingénieur, et qui sont illustrés par de nombreux témoignages dans le MOOC Tête chercheuse. Alors j'en ai sélectionné un, mais il y en a beaucoup d'autres, et pas spécifiquement, celui-là est dans le domaine de la santé, mais pas spécifiquement dans le domaine de la santé. Il y a bien des ingénieurs d'études qui accompagnent donc la réussite de la recherche publique. Alors là, donc, Gemma, elle est ingénieure d'études en immunologie. Alors, les mots-clés pour baliser son cursus de formation, là, c'est un cursus classique, hein, contrairement à Martin et puis à d'autres présentations que je ferai après. Donc, elle a un bac scientifique et elle a fait donc une licence et un master dans la suite de ce bac scientifique. Alors, elle précise quand même que justement, son master, il y a une mobilité géographique, c'est quelque chose qui est important, hein, puisque en fait, l'offre nationale de master est considérable, et il faut vraiment élargir ses choix de master bien au-delà de la situation, enfin de la zone géographique dans laquelle on a pu réaliser sa licence, tant les masters sont spécialisés, on va dire. Donc là, elle avait une spécialité vraiment spécifique de vaccinologie. Et là, elle a découvert, c'est pour ça que notamment j'ai choisi son témoignage, donc elle a découvert à l'occasion de ses projets de master et de ses périodes de stage, ça c'est extrêmement important,
donc l'environnement de la recherche. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument essayer de garder en tête lorsque l'on est intéressé par un environnement professionnel. Le stage ou les stages proposés au quotidien pour valider ces années sont extrêmement intéressants pour se rendre compte de la réalité professionnelle et faire des démarches de candidature auprès notamment des laboratoires et des équipements de recherche, des instituts de recherche, notamment dans le public. Bon, dans le privé, c'est tout à fait classique d'aller vers des demandes dans des services de recherche et de développement. Mais dans le public, ça se fait un peu moins. Et donc, surtout pas penser que ce sont des environnements relativement fermés, peu ouverts à des candidatures, non pas du tout. Et ils aiment justement avoir ce genre de candidature pour permettre de réaliser un ensemble de stages d'application dans leur structure. Et donc, alors, elle a des activités scientifiques. Là, on a de la gestion d'encadrement et du protocole de recherche qui est déjà abordé à l'occasion de son Master 2. Et donc, notamment pour faire le lien avec la suite, elle est dans une démarche de candidature pour un doctorat. Et elle est temporairement, elle occupe ce poste d'ingénieur d'études avant de postuler à nouveau à l'école doctorale et essayer donc de décrocher un concours lui permettant de réaliser la thèse qu'elle souhaite dans le domaine de spécialité qui est le sien. Donc ça fait la transition, on va dire, avec le reste de ma présentation. Alors juste en résumé, on est toujours sur une insertion professionnelle directe après un Bac+5, du recrutement contractuel, privé, public, de la titularisation pour la recherche publique via les concours. On est également, là aussi, puisque en fait les masters et les cycles d'ingénieurs peuvent être complétés par des fonctionnements de type alternance, et notamment en signant des contrats d'apprentissage, afin d'exercer donc les missions d'appui à la recherche et d'accompagnement à la recherche en tant qu'ingénieur et cadre, avec une poursuite d'études, donc là, pour réaliser donc des études plus expertes, on va dire, dans le domaine d'études, celui de la poursuite d'études en doctorat, qui nécessitera donc l'inscription à une école doctorale. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout si... il est presque midi. Donc là, on fait un premier point de questions, s'il y en a, donc, pour présenter pour cette première partie de ma présentation. Alors, je ne sais pas si Jade ou si les community managers m'entendent. Alors, on va donner la parole à Wendy qui va lire les questions. Wendy, tu peux allumer ton micro. Alors, je précise quand même que sur le MOOC Tête chercheuse, il y a un forum de questions qui est présent, et donc vous pouvez aussi, bien sûr, à l'issue de ce webinaire, poser toutes les questions que vous le souhaitez sur cette présentation, mais également en lien avec le contenu du MOOC. Je vous remercie, Eric. Je vais donc relayer les questions. Il semblerait qu'on ait un petit souci de son avec nos community managers. Donc, la première question de Séverine. Bonjour. Est-ce que les métiers de la recherche sont des métiers porteurs aujourd'hui et le seront-ils dans les 10 prochaines années? Alors, aujourd'hui, comme avant, les métiers de la recherche
Alors, recherche et développement public et privé, ça représente à peu près 600 000 emplois aujourd'hui en France. Les entreprises, ça fait longtemps qu'elles ont compris que leur compétitivité dépendait je dirais, des possibilités de développer des nouveaux produits. Donc, c'est toujours un poste budgétaire de recherche et développement tout à fait important. Le nombre d'emplois, pour moi, il continue à augmenter. Alors peut-être qu'il est après dans une répartition un peu différente, hein, puisque par exemple de nombreuses startups qui se créent et qui recrutent d'abord des professionnels qui sont sur cette dimension recherche et développement afin de pouvoir croître le plus vite possible. Et dans la recherche publique, là aussi, hein, donc, il y a de nombreuses opportunités. Je suis encore allé là, dernièrement voir sur les différents sites que l'on propose en lien par rapport au MOOC, et il y a un ensemble d'opportunités sur du CDD, sur du CDI, sur du stage, sur de la thèse et du postdoc aussi qu'on verra après, et ça de façon quand même assez importante. Et bien sûr, pas que des emplois Bac plus 7, Bac plus 8. Hein. C'est vraiment des emplois Bac, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, toute la gamme de niveaux est vraiment représentée au niveau par rapport à ces annonces qui sont proposées tout au long de l'année. Je vous remercie. Prochaine question de Marielle. Donc, quelle formation ou quel parcours pour parvenir à être professionnel de la recherche, plutôt sur le terrain, sur la faune sauvage, donc hors parcours vétérinaire? Bon, ça, c'est peut-être une question qui pourrait être approfondie hein, sur le forum de tête chercheuse hein, pour faire éventuellement une recherche un peu plus particulière. Mais là, effectivement, il y a des spécialités de master qui autour de ce domaine qui sont finalement assez nombreuses. Donc là, on est plutôt sur finalement une filière classique ou une licence générale ou sélective, et ensuite un master vraiment du domaine, puisque par rapport au terme qu'elle utilise, là on est plutôt sur des parcours spécifiques de master. Et là, bah, je renvoie aussi vers maintenant une plateforme qui permet de regrouper, je dirais, toutes les informations concernant les masters, qui s'appelle justement Trouver mon master. Et avec les spécialités qu'elle évoque, elle trouvera les différents cycles de formation de ce niveau et pour ce type de diplôme qui correspondent à sa demande. Je vous remercie Eric. Alors on va enchaîner avec une autre question et n'hésitez pas aussi à me dire là dans combien de temps va falloir reprendre la présentation, vu que j'imagine qu'on a encore un autre set de questions par la suite. Oui. Donc là on en est à la 3e question et on verra si on enchaîne après. Question de Sarah. Pour les 2 professionnels, Martin Fossard et Robin Lehner que vous avez mentionné tout à l'heure, j'imagine qu'ils étaient sous l'ancien bac. Aujourd'hui, quelles options sont à privilégier pour les métiers de la recherche, tout domaine confondu? Alors, tout domaine confondu, c'est difficile à répondre. C'est vrai, ils étaient sous l'ancien bac, donc là, on est en présence de bacheliers ayant validé un bac scientifique. Déjà, je voudrais préciser que on a maintenant la possibilité, même en passant par un baccalauréat technologique, notamment, de pouvoir accéder au BTS et au bachelor universitaire
peut-être de façon plus importante qu'auparavant. Et donc, ce n'est pas ouvert qu'aux bacheliers des filières générales d'intégrer les métiers, notamment de l'appui à la recherche sur des postes nécessitant des formations strictement professionnelles de Bac+2, Bac+3. Donc sur les spécialités, là on va plutôt être sur une problématique liée aux formations justement, parce que les formations vont dans les attendus de Parcoursup pouvoir préciser quelles sont les spécialités notamment à choisir en première et à conserver en terminale pour accéder à la formation en question. Alors par exemple, je vais prendre, il y a une formation, moi j'y interviens à titre personnel, c'est un parcours spécifique recherche. Donc celui-là, il est mathématiques physique. Donc bien évidemment, seront étudiés d'abord les dossiers ayant validé de façon intéressante, on va dire, en termes de niveau de validation, tant en première qu'en terminale, les spécialités de mathématiques et de physique. Bon, il y en a un autre juste à côté, dans la filière d'à côté, en informatique, où c'est plutôt exclusivement la spécialité mathématique qui sera retenue, tant en première et terminale avec mathématiques expertes éventuellement, pour pouvoir, je dirais, avoir le maximum de chances de voir son dossier retenu. Ensuite, pour les autres domaines pour les autres métiers, pour les autres filières de formation, je pense que il peut y avoir avant tout au cours du cursus au cours de l'enseignement supérieur justement, une réflexion progressive pour aller vers les filières de son choix. Et ça ne se joue pas que au niveau du baccalauréat et des spécialités de baccalauréat. Il y a beaucoup plus de changements de cursus de formation qu'on l'imagine une fois qu'on est dans l'enseignement supérieur. Et c'est pour ça voilà, l'idée il faut absolument prendre ça pour pouvoir aller vers telle ou telle filière ou tel métier, c'est un petit peu difficile pour moi de valider ce type de raisonnement. Il faut toujours quand même laisser une part des latitudes possibles de changement. Après, là aussi, il peut y avoir de multiples questionnements par rapport à des domaines, à d'autres domaines de formation que les sciences et technologies, pour lesquels les questions peuvent être posées sur le forum de tête chercheuse. Et dans ce cas-là, après une recherche, j'y répondrai et je pourrai échanger directement avec la personne qui a posé la question. Je vous remercie, Eric. Voilà. Je vous propose de continuer dans la présentation et les questions qu'on n'aura pas pu aborder maintenant pourront être reposées dans le forum du MOOC. Voilà. Et justement, hein, c'est vraiment. Alors, je vais terminer sur ma première partie là-dessus. C'est vraiment intéressant d'aller voir au niveau des ressources complémentaires et des liens autour de l'emploi, notamment sur les métiers de la recherche dans quelques structures dédiées à ces activités. C'est là qu'on voit en fait vraiment le nombre important. Alors actuellement, on ne trouve pas, par exemple, d'emploi autour de l'alternance. C'est normal, on n'est pas du tout dans la période. Ça va revenir à partir de février-mars, où là, on est sur le début de la période de recrutement des alternants, tant dans le public que dans le privé. Mais franchement, donc, au niveau des stages, au niveau des CDD et des CDI, sur tous les niveaux de formation, tant au niveau de l'appui à la recherche que dans l'accompagnement plus transversal des fonctions de recherche,
Si l'environnement de la recherche vous intéresse, vous aurez la possibilité de voir vraiment la diversité et le nombre important de candidatures possibles. Alors, pour la suite de ma présentation, donc là, on arrive au métier où donc la formation doctorale est requise. Donc, ce sont les métiers autour de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Alors là, ils sont extrêmement nombreux en termes de témoignages. Ils sont vraiment, c'est d'une richesse incroyable. Et moi, ce MOOC, il m'a permis de rencontrer vraiment des professionnels passionnés par leur métier. D'ailleurs, c'est probablement une des conditions pour réussir déjà sa formation doctorale et pour réussir l'exercice de son métier d'ingénieur de recherche, d'enseignant-chercheur, de chercheur, de chargé de recherche. Alors, tant dans le public que dans le privé, la passion de ce que l'on fait et de ce que l'on aime par rapport au domaine sur lequel on travaille est vraiment un élément important. Donc ça, c'est quand même un critère. Il vaut mieux l'avoir, je dirais, le plus tôt possible. Mais pas forcément quand on commence un cycle dans l'enseignement supérieur, hein, bien sûr. Alors, là, j'ai divisé en fait la présentation de ces parcours de formation en deux étapes. La première étape, en fait, c'est ce qu'on appelle les doctorants et les post-doctorants. Qu'est-ce que ça veut dire? Les doctorants, en fait, sont ceux qui sont en train de réaliser leur thèse et enfin leur doctorat et qui vont pouvoir donc soutenir leur thèse à l'issue de ce doctorat. Donc, ils sont en cours de réalisation de ce doctorat et on trouve donc assez souvent à l'issue de ce doctorat donc des compléments, je dirais, d'expérience professionnelle qu'on appelle dans le jargon des post-docs, hein, donc c'est très courant comme appellation, des post-docs, c'est-à-dire l'exercice d'une activité de recherche à l'issue de son doctorat en tant que chercheur contractuel en France ou à l'étranger, assez souvent à l'étranger aussi, parce que ça c'est un élément qui va pouvoir s'ajouter quand même au niveau par rapport au niveau Bac plus 2, 3 et 5, c'est que les formations de doctorat ouvrent énormément sur l'international, hein, puisque d'abord c'est vraiment des formations que l'on retrouve ailleurs dans le monde et qui ont des reconnaissances internationales très visibles et très lisibles ailleurs dans le monde. Donc les chercheurs, enseignants-chercheurs qui voudraient spécifiquement rester en France, bon, ça cadre pas vraiment avec une des situations très concrètement vécues par tous ceux et toutes celles qui se sont prêtés donc à ces interviews dans le cadre de têtes chercheuses. Alors là, j'ai choisi Rémi Cardon et Maxime Allo. Tous deux, en fait, ont eu des parcours très, très différents. Donc des parcours pour Rémi qui a commencé avec une licence classique d'anglais, non validée après au niveau d'un concours de professeur d'anglais, qui a repris ses études donc en master avec un changement autour du domaine des sciences du langage. Donc pour montrer aussi que là aussi on est sur un parcours sur une construction vraiment très progressive et qui, suite à son master, s'est donc passionné pour ce domaine à la fois des sciences du langage et de l'informatique sur lequel il travaille. Il a réussi à obtenir une thèse financée, ce qui n'est pas une chose facile en sciences humaines et sociales, puisque là, on est dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il a terminé, hein, parce que en fait c'était en 2020, mais il termine donc il a terminé sa thèse. Maintenant, il fait un postdoc à l'étranger.
Et donc, il nous parle en fait de tout ce qui est comment fonctionne en fait une thèse et comment on peut réaliser donc en 3 ans son thème sur lequel il a à produire un manuscrit, c'est-à-dire la thèse, et à la soutenir devant un jury. Alors que Maxime, lui, finalement, a connu aussi des changements de parcours pour accéder à sa thèse, mais totalement, tout à fait différent. C'est-à-dire que lui, il est passé par une école d'ingénieur, il a arrêté en cours de cycle ingénieur, donc en 3e année, son parcours d'ingénieur, puisqu'il a voulu se spécialiser en master dans un domaine beaucoup plus précis que ne lui permettait de le faire l'école dans laquelle il était. Et donc, après avoir validé son master à l'université, là aussi, ça peut paraître étonnant, mais finalement, ce sont des changements, des passerelles assez courantes. Hein. On en rencontre assez couramment ici au service d'orientation. Et donc, lui, après avoir obtenu un financement de thèse de 3 ans, il s'est spécialisé un peu dans son domaine pour ensuite essayer de développer une entreprise, on va dire, de type start-up pour valoriser donc les travaux de sa recherche. Et là, la valorisation de la recherche, c'est aussi un aspect important, hein, notamment, ça peut vraiment aider aussi des juristes qui sont sur ce genre de spécialité, à pouvoir vraiment se spécialiser dans le domaine des brevets, des ingénieurs brevets, pour aider donc les créateurs d'entreprises à protéger leurs inventions, et là des inventions donc scientifiques assez importantes. Donc dans le domaine des nanotechnologies, pour ce qui concerne Maxime, je vous renvoie vers sa présentation au niveau de tête chercheuse. Voilà, donc là vraiment des éléments importants pour montrer qu'un parcours long comme celui-là, on l'imagine très souvent linéaire, mais effectivement, il y a des tas de situations où il l'est beaucoup moins. Et ensuite, donc là, c'est pour montrer la suite de ces situations, donc avec Muriel et Colombe, où là, en fait, on a deux chercheuses, enseignants-chercheurs et chercheuses, une dans le public, une dans le privé, qui ont connu aussi des parcours spécifiques bien différents. Alors Colombe, c'est vraiment la linéarité exemplaire. Hein, licence, master, doctorat, postdoc, bon, dans le même domaine, mathématiques, informatique, et donc la réalisation ensuite d'un postdoc à l'étranger qui lui a permis de rentrer donc dans une entreprise internationale, et ainsi de devenir responsable du service recherche et développement de son entreprise. Et son expérience, elle est intéressante parce qu'en fait, elle présente aussi, c'est elle maintenant qui recrute à la fois les techniciens, enfin les ingénieurs et les doctorants pour réaliser, pour étoffer en fait son équipe de recherche dans le domaine de l'informatique. C'est là où il peut y avoir tout à fait une complémentarité entre les deux types d'expertise, que ce soit les ingénieurs et que ce soit aussi les doctorants et les filières universitaires, tant universitaires que d'ingénieurs, d'écoles, se complètent tout à fait au sein de son service, quoi. Voilà, donc elle, vraiment, ce qu'elle préconise, c'est l'envie, la curiosité, l'envie d'apprendre et la capacité à être force de proposition pour pouvoir justement. Alors, c'est intéressant aussi de montrer qu'on peut faire un doctorat en lien avec une entreprise. Hein. Réaliser un doctorat, c'est pas du tout réservé à la recherche publique, mais notamment en sciences appliquées. Mais vous verrez, il y a un autre exemple dans Tête chercheuse, donc qui est une juriste et qui fait son doctorat donc chez une grande entreprise de distribution ici du nord de la France. Donc toujours avec voilà,
type de convention industrielle et de formation par la recherche, qui est une convention finalement à 3 acteurs, donc le thésard, l'entreprise, et puis également le laboratoire de recherche dans lequel le thésard est inscrit. Enfin, l'école doctorale dans laquelle le thésard est inscrit, avec le laboratoire qui est associé. Et puis Muriel Pichavant, donc elle est chercheuse. Donc là, elle travaille à l'Institut Pasteur. Alors par contre, même pour les chercheurs, on est sur un parcours un peu type passerelle, c'est-à-dire qu'elle a commencé, elle voulait aider les gens, donc bien sûr, elle a fait médecine. Elle a pas validé donc l'accès au cycle de médecine, et donc par passerelle, elle est allée en biologie où elle a validé sa licence et master, et ensuite, à l'occasion notamment des stages, elle a découvert l'environnement de la recherche, avec ce que c'était qu'un laboratoire, et via des concours pour justement rentrer en école doctorale, elle a pu obtenir une thèse postdoc à l'étranger, là aux États-Unis. Mais voilà, son idée c'était bien sûr c'était de revenir en France et de pouvoir donc candidater à une titularisation en tant que chercheur donc, dans l'un des organismes de recherche publique français. Là, c'était l'INSERM. Et pour elle, vraiment, elle reprend la passion et la persévérance sont vraiment deux qualités essentielles pour la réussite des métiers de la recherche. Voilà, donc juste en synthèse, un recrutement donc là aussi pour doctorants, post-doctorants, mais également chercheurs, enseignants-chercheurs, recrutement contractuel, public-privé, CDD, CDI. Les concours, c'est réservé au secteur public pour une titularisation. La possibilité d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, la mobilité géographique importante, et l'attirance, donc vraiment une attirance pour les carrières à l'international. Et la poursuite d'études après un doctorat, c'est un ou plusieurs post-docs ou directement une entrée pour la recherche en entreprise, directement en entreprise après son doctorat. Voilà, et puis juste pour terminer, une petite citation. Alors, pourquoi je mets une citation? Parce que finalement, lorsque on a fait le MOOC, on avait interviewé des lycéens au niveau des métiers de la recherche, et puis on leur avait demandé si vous aviez un chercheur ou un enseignant-chercheur en face de vous, quelles questions vous voudriez lui poser. Donc ça, voilà, ils ont eu chacune leur question, et puis leur demander s'ils avaient une citation, et là donc c'est une des citations qui a été choisie par un des enseignants chercheurs présentés dans le MOOC pour montrer un peu cette nécessaire organisation, nécessaire rigueur et toutes ces procédures qui font que voilà, on est sur de la science et que la science, c'est pas simplement des faits qu'on peut essayer de montrer, mais il y a bien des démonstrations à réaliser. Voilà, voilà. Bon, moi là, j'en ai terminé sur cet aspect-là. Alors, j'étais un peu rapide, mais voilà. S'il y a une série de questions nouvelles qui peuvent porter sur le premier thème ou compléter sur le second, n'hésitez pas. Je vous remercie, Eric. Alors, nous allons commencer à vous lire les questions qui nous ont été envoyées pour cette session. Il nous reste à peu près 10 minutes pour information. C'est où? À droite, tu en as une qui arrive. Super. Là, il est 12h20. Alors, ouais. Entre université et CPGE, grandes écoles, quel cursus privilégiez-vous pour faire de la recherche fondamentale? Alors ça, c'est, je dirais, à chaque fois que je fais un webinaire, j'ai cette question. Et à chaque fois, j'ai des difficultés à y répondre. Alors, c'est juste sur le mot privilégié. Parce que moi, d'abord, je peux pas privilégier une filière par rapport à une autre. Et puis, je pense que ça dépend beaucoup de celui ou de celle qui veut se diriger vers les métiers de la recherche.
Principalement, on est sur des modalités d'apprentissage et d'enseignement très différents. Au niveau, voilà, ça se passe dans un lycée, d'autres ça se passe à l'université. La classe préparatoire, c'est pour quand même aller vers des écoles d'ingénieurs. Donc les écoles d'ingénieurs, le questionnement, c'est trouver des écoles d'ingénieurs qui ensuite sauront aller vers les sciences fondamentales. Donc là, déjà, il y en a beaucoup moins, hein, parce que les sciences d'ingénieurs, c'est quand même plutôt les sciences appliquées. Donc pour les sciences fondamentales, en école d'ingénieur, on va trouver quand même plutôt les grandes, ce qu'on appelle plutôt les grandes écoles, ou les ENS aussi. Et à l'université, c'est là où les cursus, je dirais, de sciences fondamentales sont les plus proposés et les plus développés, hein, en termes d'expertise. Mais surtout, c'est la façon dont on a envie de faire ces études, en privilégiant plutôt l'autonomie et la réalisation, je dirais, des études en termes de validation de diplôme. Donc là, il faut privilégier la voie universitaire. Si on est plutôt dans un besoin d'un encadrement peut-être beaucoup plus fort, mais aussi dans une organisation de travail beaucoup plus contrainte, hein, avec un objectif qui est celui de se présenter à un concours d'un type d'établissement, si on l'accepte et que voilà, on préfère ça, bah, il faut passer par la CPGE. Sinon, il faut privilégier la voie universitaire. Alors, le mot privilégié, je ne devrais pas le réutiliser parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pas approprié. Je pense qu'il faut d'abord savoir ce que l'on a envie de vivre comme type d'études pour pouvoir ensuite. Et puis, il faut bien voir que de plus en plus, on n'est plus vraiment sur cette bipolarité, hein. Il y a des nouveaux cursus il y a des cycles universitaires de préparation aux grandes écoles dans les universités. Il y a des cycles pluridisciplinaires entre lycée, entre classes préparatoires et université qui voient le jour également et qui petit à petit voilà, sont intéressants pour des étudiants qui veulent un peu mixer aussi des deux en termes de type d'études qu'ils veulent poursuivre. Voilà, donc cette bipolarité classe prépa université, elle est aussi maintenant un petit peu remise en question avec ces nouveaux cycles. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et que je vous encourage à découvrir via Parcoursup. Je vous remercie, Eric. La prochaine question vient de Régine qui vous demande, seriez-vous, quelle formation doit-on suivre pour devenir éthologue ? Bah, là, on est quand même sur des formations autour plutôt de la sociologie et donc pourquoi pas aller jusqu'au doctorat dans ce domaine avec ces cursus de spécialité associés. Et là aussi, elle peut éventuellement poser sa question peut-être de façon plus détaillée, parce que faut savoir éventuellement à qui c'est destiné. Est-ce que c'est quelqu'un qui démarre ses études, ou est-ce que on est sur quelqu'un qui est déjà en études à l'université, et dans quelle filière? Dans ce cas-là, qu'elle pose sa question sur le forum, et j'y répondrai plus précisément avec des exemples de cursus. Oui, alors je vous remercie, Eric, pour votre intervention et pour votre présentation. Merci à toutes et à tous de vous être connectés, et pour aller plus loin et poser d'autres questions, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'opportunité de répondre à toutes les questions. Certaines d'entre elles sont très spécifiques, donc nous vous invitons à ouvrir un compte sur la plateforme Fun, à vous inscrire au MOOC Tête chercheuse, les métiers de la recherche, et vous pourrez accéder donc au forum afin de poser toutes vos questions et bénéficier des réponses de tous les intervenants et de toutes les personnes qui auront participé. Je vous remercie. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.